Bonjour tout le monde, merci pour votre participation aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les participants et aussi je voudrais remercier Prof. Aidel Woula pour sa volonté, sa disponibilité et son temps pour présenter aujourd'hui une thématique très importante sur Proofs by Inductions in Computer Security Applications. Merci beaucoup, professeur Aidel, et je vous donne la parole. Ok, merci, Anaki. Donc, bonjour tout le monde. Donc, l'exposé que je vais vous présenter s'intitule « Preuve par récurrence et application à la sécurité informatique ». Je vais tout d'abord me présenter très brièvement. Donc, je suis actuellement professeur de l'enseignement supérieur à l'École supérieure de communication de Tunis, professeur invité à l'Université japonaise de Tsukuba depuis 2007, directeur fondateur du laboratoire de recherche sécurité numérique, président fondateur de l'Association tunisienne de la sécurité numérique et président fondateur du Comité national de pilotage des Olympiades tunisiennes en résolution de problèmes et programmation compétitive. Donc, j'ai été notamment directeur général du Centre national d'informatique, PDG de l'IRSIT. L'IRSIT, c'est l'institution de recherche en informatique et télécommunications, et chargé de recherche de première classe à l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique en France. J'ai des collaborations avec plusieurs laboratoires et universités. Bon, cette collaboration se traduit par des visites que j'ai effectuées en tant que professeur invité ou chercheur invité et l'encadrement de thèses en co-tutelle. Concernant mes collaborations avec le Japon, ils ont démarré en 1996. J'ai encadré plusieurs étudiants japonais qui sont venus en Tunisie pour faire leur stage sur le thème de méthodes formelles pour la cybersécurité. Je co-organise tous les 2 ans, en collaboration avec l'Université japonaise de Tsukuba, une conférence internationale en Tunisie. La prochaine édition aura lieu printemps 2021, Inch'Allah, sur le thème « Utilisation des méthodes formelles et d'intelligence artificielle pour plus de sûreté et de sécurité ». J'avais aussi un projet avec l'université ESU au Japon pour le développement d'une plateforme sécurisée de télésanté. Et j'ai été consultant d'un projet international géré par Mitsubishi Research Institute à Tokyo. Bon, j'ai plusieurs publications, notamment dans des conférences classe A étoile comme Ishkar, Ishkai, Lix et CAV. Et voilà les dernières publications de revues internationales impactées. Donc, la première partie de l'exposé concerne la certification des systèmes critiques. Comme vous le savez, les erreurs de programmation peuvent engendrer des conséquences désastreuses. Donc, vous vous rappelez peut-être de l'explosion d'Ariane 5, 36 secondes après son décollage, en juin 1996, à cause d'une erreur de logiciel. L'année dernière, c'est le crash du Boeing 737. Il y a aussi plusieurs patients qui sont décédés à cause des erreurs de logiciel. Donc, on peut alors se demander comment on peut vérifier la correction des systèmes critiques. La solution la plus utilisée est l'utilisation de ce qu'on appelle batterie de test. C'est-à-dire, on a un système informatique. Système, ça peut être un programme, un protocole de sécurité ou bien un circuit. Donc, chaque système a un ou plusieurs inputs, un ou plusieurs outputs. Donc, comment on va faire? On va choisir n inputs, I1, I2, I3, IN. Et puis, à partir du cahier de charge ou de la spécification du système, on va calculer O1, O2, ON. Puis, on va introduire I1 et on va tester. Si on obtient O1, on dit que le premier test a réussi. On va faire la même chose pour le deuxième, troisième et le dernier test. Est-ce que vous pensez que cette méthode elle est fiable? La réponse est non. Pourquoi? Puisque, à moins de disposer d'une infinité de tests, on risque d'oublier des tests qui peuvent se révéler dans des cas très, très exceptionnels. Donc, c'est pourquoi, bien sûr, on ne peut pas tester un nombre infini de tests. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin d'utiliser des méthodes formelles qui vont nous permettre la spécification et la validation des systèmes critiques. Bon, je vais commencer par vous donner un petit exemple très, très simple pour vous expliquer l'intuition. Comment on prouve un programme en utilisant des méthodes formelles. Bon, ça, c'est un algorithme de tri rapide, quicksort. Donc, on suppose
qu'on a une liste d'entiers. Donc, A, c'est le premier élément de la liste et L1 est le reste de la liste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une partition de L1 en deux sous-listes. La première sous-liste contient les éléments de L1 qui sont inférieurs ou égaux à A, et la deuxième sous-liste contient les éléments de L1 qui sont strictement supérieurs à A. Puis, on va appliquer récursivement quicksort sur les deux sous-listes, et à la fin, on va concaténer les résultats. Donc, le tri de la première sous-liste suivi de A, suivi du tri de la deuxième sous-liste. Bon, maintenant, supposons-nous, on veut écrire le programme, puis on va vérifier que notre programme est correct. Bon, la première étape, c'est d'écrire ce qu'on appelle une spécification formelle. Donc, on utilise les spécifications algébriques. L'idée est de dégager des objets dont on a besoin pour écrire notre programme. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va trier des listes d'entiers. Donc, on a besoin, le premier objet, c'est des entiers. Puis, on a les listes. Puis, éventuellement, des booléens pour tester des propriétés sur les listes. Donc, deuxième étape, on va définir ce qu'on appelle des constructeurs. Donc, les entiers, comme vous le savez, il y a un nombre infini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, on va définir une représentation finie de cet ensemble infini. Donc, on va utiliser 0 et puis successeur. Donc, à l'aide de 0 et de successeur, on peut spécifier tous les entiers. Donc, 1, c'est S de 0, 2, c'est S de 0, 3, S de 0, etc. Bon, pour les booléens, c'est clair. Donc, c'est vrai ou faux, true et false. Pour les listes, on a la liste vide et on a une fonction constructeur qui ajoute un entier à une liste. Donc, par exemple, la liste 0, c'est const de 0, liste vide. 1, c'est const de successeur de 0, liste vide. Et 1, 0, c'est quoi? C'est const de successeur de 0, à laquelle on ajoute const de 0, liste vide, et ainsi de suite. Donc, avec ces deux fonctions, on peut modéliser, on peut spécifier n'importe quelle liste d'entiers. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle des defined functions, donc des fonctions définies. Donc, quelles sont les fonctions, en fait? C'est à partir, vous vous rappelez, donc ici, lorsque je décris l'algorithme, on va dégager quelques fonctions. Nous avons besoin de inférieur ou égal. Nous avons besoin de left, la fonction left, la fonction right, la fonction append, concaténation. Et puis, bien sûr, quicksort. Donc, voilà, ce sont les fonctions définies. Et dernière étape, on va écrire maintenant ce qu'on appelle les actions. Enfin, en fait, on va écrire... Voilà. Donc, ici, on va utiliser des fonctions récursives, en fait. Donc, comme vous avez, un entier est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, on peut écrire 0 inférieur ou égal à x est toujours vrai. De même, s de x inférieur ou égal à 0 est toujours faux. Et si on a s de x inférieur ou égal à s de y, alors on peut réécrire en x inférieur ou égal à y. Donc, on peut considérer ces trois règles comme un programme, en fait. On peut donner n'importe quel entier s de la forme s de 0 et un deuxième entier s de 0. En appliquant les trois règles, on va trouver vrai si le premier entier inférieur ou égal au deuxième et faux dans le cas contraire. Ici, la même chose, on va définir left. Mais pour left, on a des règles plus complexes. On va utiliser des conditions. Donc ici, je rappelle, left x, L va donner les éléments de L qui sont inférieurs ou égaux à x. Donc si L de la forme const y, z, et si y est inférieur ou égal à x, alors on va ajouter y, mais il faut appeler récursivement left avec x et z, le reste de la liste. OK? Et voilà, vous voyez ici l'algorithme quicksort. Si on a une liste vide, on obtient une liste vide. Si on a const AL, qu'est-ce qu'on va faire? On va concaténer quicksort de left AL suivi de A, suivi de quicksort de right AL. Maintenant, on a écrit la spécification formelle, la spécification algébrique. Maintenant, on veut écrire le programme, quicksort. Bon, ici, on peut utiliser des langages fonctionnels, comme par exemple CamelLite ou Objective-Camel. Voilà, dans ce langage-là, on a des fonctions prédéfinies comme inférieur ou égal, comme const, qui ajoute un élément à une liste, et puis comme concaténation. Ça, c'est concaténation. Donc, vous voyez, on va définir left, right, et quicksort, c'est quoi? C'est quicksort de left à L, concaténé avec A, quicksort de right à L. Bon, maintenant, on veut prouver que notre programme est correct. Bien sûr, ici, on ne peut pas utiliser la technique basée sur des batteries de tests, puisqu'il existe un nombre infini de listes d'entiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un prédicat. Un prédicat, je rappelle, c'est une fonction booléenne qui, on lui donne une liste, elle va tester si la liste elle est ordonnée ou non. Donc, supposons qu'on a cette fonction booléenne, alors on doit prouver que quelle que soit la liste L, la liste d'entiers L, alors sort de quicksort de L égale vrai.
Donc, autrement dit, si on trie une liste, alors on obtient une liste ordonnée. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que si on prouve ce théorème-là par rapport à l'ensemble d'axiomes, est-ce que c'est suffisant pour dire que le programme est correct? Bon, la réponse est non. Pourquoi? Car si on imagine que c'est ça le programme, donc quicksort de L égale liste vide, c'est-à-dire on lui donne n'importe quelle liste d'entiers, il va nous donner la liste vide. Bien sûr, sorte de liste vide est vraie. Donc le théorème est vérifié. Mais le programme n'est pas correct. Donc on a cette propriété, elle est nécessaire, mais non suffisante. Il faut prouver également, étant donné par exemple qu'on a une fonction permute qui génère toutes les permutations d'une liste, il faut prouver que quel que soit L, quicksort de L est une permutation de L. Autrement dit, il faut prouver que quicksort de L est une permutation de L qui est ordonnée. D'accord? Et ça, bien sûr, donc, si on prouve ces deux propriétés-là par rapport à l'ensemble d'axiomes des fonctions définies, donc c'est suffisant pour garantir que notre programme est correct. Donc voilà, vous voyez cet exemple-là, il vous montre d'une manière intuitive comment on ramène le problème de vérification d'un programme au problème de vérification ou de preuve de deux théorèmes par rapport à l'ensemble d'axiomes, et ces axiomes nous donnent la spécification en fait, du programme. Donc on va voir un autre exemple. Donc ici, on a un circuit. Ce circuit calcule la multiplication de deux entiers x et y en additionnant x fois y. Donc on a deux outputs. On a Dan qui est un booléen et out est un entier. Si Dan égale vrai, alors out contient le résultat de la multiplication. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On veut prouver la correction de ce circuit. On va commencer d'abord par écrire cette spécification algébrique. Donc ici, la fonction mult, c'est la fonction qui implémente la multiplication. Maintenant, prouver la correction de ce circuit revient à prouver le théorème suivant. Quel que soit x, quel que soit y, mult de x, true, 0, 0, y égale x multiplié par y. Donc, si on prouve ce théorème-là, donc, ça veut dire que le circuit est correct. Donc, essayons de résumer maintenant. Étant donné un système S, un système informatique S, on va commencer par la spécification de S en utilisant une spécification, dans notre cas, algébrique. Ensuite, il faut prouver que la spécification est complète. Bon, intuitivement, cette propriété veut dire que les axiomes sont suffisants pour décrire le système S. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des axiomes qui manquent. Puis, il faut prouver que la spécification, elle est confluente. Confluente, intuitivement, ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les axiomes. Et maintenant, pour prouver la correction de S, il faut prouver un ou plusieurs propriétés dans le modèle initial de SP. Et ça, en fait, pour prouver ça, on a besoin d'utiliser les techniques de preuve par récurrence. En fait, comme vous le savez, la technique de preuve par récurrence, que vous connaissez tous, c'est la méthode de récurrence classique ou récurrence explicite. En fait, pour prouver quel que soit n, p de n, avec n un entier, il suffit de prouver p de 0, et ensuite on prouve p de k plus 1 en utilisant l'hypothèse de récurrence p de k. Et actuellement, il y a plusieurs systèmes qui sont basés sur cette technique-là, de récurrence explicite. Il y a une autre technique qu'on appelle preuve par consistance, par cohérence. En fait, on a un ensemble d'axiomes et on a une conjecture à prouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la conjecture à l'ensemble d'axiomes, puis on va calculer, on va utiliser ce qu'on appelle une procédure de complétion. Par exemple, c'est la procédure Knuth-Mendix. C'est une procédure, en fait, d'une manière intuitive, elle va générer toutes les conséquences possibles en combinant les axiomes avec les conjectures ou les sous-conjectures à prouver. Donc, si on s'arrête avec succès, alors on peut affirmer que la conjecture est valide. Si on s'arrête avec un échec, alors dans ce cas-là, on peut affirmer que la conjecture n'est pas valide. Mais le problème de cette technique-là, c'est qu'elle diverge souvent. Bon, avant de présenter notre méthode qui est appelée test set induction, donc je vais d'abord rappeler quelques propriétés. Donc, on dit qu'une substitution, c'est quoi une substitution? C'est une application de l'ensemble des variables vers l'ensemble des termes. Par exemple, si on a le terme s de x plus y plus z, voilà un exemple de substitution. À x, on va remplacer x par s de 0, y par 0, z par s de z'. Donc, on applique la substitution sigma sur T1, donc on écrit T1 sigma, donc juste on va remplacer x par s de 0, donc on obtient s de 0 plus y par 0 plus 0 plus s de z'. Donc, ça, c'est une substitution quelconque. Parmi les substitutions,
il y a des substitutions qu'on appelle des substitutions clauses. Une substitution est clause si l'application de la substitution va nous donner un terme sans variable. Par exemple, ici, si on considère le même terme T1, et on considère cette substitution-là, on va remplacer x par S de 0, y par 0 et z par S de 0, alors on obtient T1 sigma, c'est S de 0 plus 0 plus S de 0. Donc, vous voyez bien ici que le terme obtenu après l'application de la substitution ne contient pas de variable. Donc, on dit que la substitution sigma est une substitution clause. Voilà, donc les systèmes de l'écriture. Lorsqu'on fait des preuves, lorsqu'on prouve des propriétés, lorsqu'on a dans les axiomes, on a des équations comme x plus 0 égale x. Toujours, c'est très, très délicat. Pourquoi? Puisqu'il y a plusieurs dérivations, plusieurs possibilités. Donc, on peut remplacer x plus 0 par x à chaque étape de la preuve, comme on peut remplacer x par x plus 0. On peut dire, bon, ce n'est pas grave, si ça ne marche pas, on va faire le retour en arrière du backtracking et essayer d'autres possibilités. Mais même le backtracking ne marche pas toujours, puisqu'il parfois, on a des dérivations qui sont infinies. Donc, c'est pourquoi, souvent, pour plus d'efficacité, on utilise ce qu'on appelle des systèmes de réécriture. En fait, on va choisir un sens. Donc, on va dire, par exemple, x plus 0, flèche x. On va remplacer x plus 0 par x, mais pas dans l'autre sens. X plus successeur de y, flèche s de x plus y. Donc, ici, par exemple, voilà, si on a le terme s de 0 plus s de 0, donc je peux appliquer cette règle-là, ça va donner s de S de 0 plus S de 0. J'applique encore une fois cette règle-là, la deuxième règle, et puis j'applique la première règle et j'obtiens S de S de S de 0. Et maintenant, on peut dire que S de S de S de 0 est en forme normale, ou bien irréductible, c'est-à-dire un terme qu'on ne peut pas le réécrire. Donc ici, c'est le cas où on a des règles simples, mais on peut avoir des règles avec des conditions. Par exemple, si on a une condition A égale B implique G flèche D, alors, dans ce cas-là, je peux remplacer G sigma par D sigma si la condition A sigma égale B sigma est vraie. Et comment on peut vérifier cette condition-là? On va calculer la forme normale de A sigma, la forme normale de B sigma, et on va vérifier que A sigma et B sigma ont même forme normale. Donc, voilà un petit exemple très simple. Ça, c'est le système de l'écriture pour even et odd, pair et impair. Donc, si on prend even de S de 0, donc ici, en utilisant cette règle-là, on obtient odd de 0. Mais pour odd de 0, il y a deux règles. Il faut d'abord vérifier les conditions. Or, la première condition, even de 0 égale true, elle est vraie en utilisant la première règle. Donc, on peut simplifier odd de 0 par faux. Voilà. Bon, il y a une propriété nécessaire lorsqu'on utilise les systèmes de réécriture, c'est la terminaison. Terminaison, c'est-à-dire, si on parle de T1, la forme normale existe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une dérivation de réécriture infinie. Mais par exemple, si on a une règle de cette forme-là, bien sûr, le système ne termine pas. C'est x plus y, flèche y plus x. Alors, je peux appliquer cette règle d'une manière infinie. Si, par exemple, j'utilise la règle x flèche x plus 0, bien sûr, le système ne termine pas. Et si j'ai ce système-là, A flèche B, B flèche C, C flèche A, le système ne termine pas. Bon, malheureusement, la terminaison, c'est une propriété c'est un problème indécidable. D'accord? Donc, il n'y a pas, dans le cas général, il n'y a pas d'algorithme qui permet de dire oui, tel système termine ou non. Mais en pratique, il y a des outils où il y a des ordres vraiment très, très puissants qui permettent de prouver la terminaison d'une large classe de systèmes de réécriture. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps pour détailler ces ordres-là, ces techniques-là. Donc voilà, maintenant, je vais donner une idée intuitive de notre méthode qui combine les avantages des deux approches, récurrence classique et preuve par consistance. Bon, première étape, nous avons des règles conditionnelles, donc on va orienter les règles sous forme de règles de réécriture. Et pour cela, on va utiliser un ordre. Bon, un ordre bien fondé qui a d'autres propriétés. Mais juste ici, bon, je vais expliquer de manière intuitive, c'est quoi un ordre bien fondé. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une séquence infinie de la forme T1 supérieure à T2, supérieure à T3, etc. d'une manière infinie. Par exemple, ici, supérieur sur les entiers naturels est bien fondé. Car si on prend n'importe quel entier, il est supérieur d'un autre entier, supérieur, et à la fin, on va trouver 0. 0, c'est le plus petit élément. Par contre, supérieur sur Z n'est pas bien fondé, puisque 0 supérieur à moins 1 supérieur à moins 2, etc. Donc, c'est ça la première étape. Puis après, on va prendre une conjecture approuvée. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer des variables. Bon, ces variables-là, on dit qu'il s'agit des variables de récurrence par des schémas de récurrence. Ces schémas de récurrence sont ce qu'on appelle test set, ensemble test.
Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer des règles de simplification et puis on va supprimer les clauses redondantes ou tautologie. Tautologie, c'est-à-dire les clauses qui sont toujours vérifiées. Et on va appliquer le même principe jusqu'à ce que tous les sous-buts seront prouvés. Bon, la plupart des systèmes actuels de preuve par récurrence utilisent ce qu'on appelle le cover set ou ensemble couvrant. Bon, je vais expliquer l'intuition. Donc, nous, on veut prouver par récurrence que A égale B est vrai par rapport à R, l'ensemble des actions. Normalement, pour prouver ça, il suffit, donc si et seulement si, donc A égale B est un théorème qui est vrai par récurrence, si et seulement si, pour toute substitution clause sigma, A sigma égale B sigma est valide par rapport à R. Donc, je donne un exemple. Donc, ici, on a x plus 0, flèche x. X plus successeur de y, flèche successeur de x plus y. Et on veut prouver que x plus y égale y plus x. Donc, pour prouver que x plus y égale y plus x, il faut le prouver, quel que soit sigma substitution clause. Donc, on va le prouver pour x égale 0, y égale 0, x égale 0 plus 0, y égale 0 plus 0 plus 0, x égale 0, y 0 plus 0, etc. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait qu'on n'a pas besoin de considérer les substitutions en rouge, puisque ces substitutions-là sont réductibles. On peut les réécrire avec le système R en x flèche 0, y flèche 0. Donc, il suffit de considérer, non pas toutes les substitutions clauses, il suffit de considérer uniquement les substitutions clauses qui sont irréductibles, ce qui est en vert. Donc maintenant, on a aussi un problème, même si on considère uniquement les substitutions clauses qui sont irréductibles. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a souvent un nombre infini de substitutions clauses irréductibles. Donc, les ensembles couvrants vont nous donner une description finie de cet ensemble-là qui est infini. Par exemple, ici, dans ce système-là, voilà comme ensemble couvrant, on a 0 et S de x. Donc, comme j'ai dit, la plupart maintenant des systèmes de preuve sont basés sur les cover sets. Bon, quel est le problème avec les cover sets? On peut dire pourquoi on a utilisé les test sets, pourquoi pas les cover sets? Voilà le problème avec les cover sets. Les cover sets, d'abord, provoquent l'échec de la procédure de preuve par récurrence dans plusieurs cas. Et aussi, ils ne permettent pas de réfuter des conjectures qui ne sont pas valides. Je vais donner un petit exemple vraiment très simple. Donc ici, supposons qu'on a une seule règle. Successeur de 0 serait écrit en flèche 0. Donc on a un seul axiome. Et puis, bon, ici, comme ensemble couvrant, donc on peut prendre 0, S de x. Et puis, on va prouver par récurrence que S de x égale x. Donc, si on essaie de prouver que S de x égale x est un théorème inductif, c'est-à-dire par récurrence, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par 0. Donc, on obtient S de 0 égale 0. Donc, si on applique cette règle-là, on obtient 0 égale 0. Et 0 égale 0 est une tautologie. Mais maintenant, si je remplace x par s de y, j'obtiens s de y égale s de y. Mais ce sous-but-là, je ne peux pas le réécrire. J'ai un seul axiome. Cet axiome-là ne me permet pas de réécrire s de y. Donc, vous voyez, c'est un exemple vraiment très simple. Mais si j'utilise l'ensemble cover set, alors je ne peux pas prouver ce théorème-là qui est vraiment très, très simple. Donc, maintenant, les ensembles tests. C'est quoi un ensemble test? Un ensemble test, c'est un ensemble raffiné, en fait, les ensembles couvrants. Il permet d'abord d'éviter l'échec de la procédure de preuve par récurrence dans plusieurs cas, et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il permet de réfuter toutes les conjectures qui ne sont pas valides, en construisant un contre-exemple. Bon, je vais expliquer d'une manière vraiment très, très intuitive l'idée. Donc, si A et B sont des termes clos, qui ne contiennent pas de variables, et si on a A plus grand que B, si A est irréductible, alors nécessairement A égale B n'est pas valide. Pourquoi? Car si A est irréductible et B, ou bien si B est irréductible, c'est clair, B est strictement plus petit que A. Donc A égale B n'est pas valide. Par contre, si B est réductible, alors je vais réécrire B en B', comme forme normale. Mais d'après la terminaison, donc B' est strictement inférieur à B, qui est strictement inférieur à A. Donc on peut affirmer que A égale B n'est pas valide. Maintenant, dans le cas général, si on utilise des test sets, alors si A plus grand que B, et A sigma c'est quoi? On va remplacer les variables de récurrence de sigma par des éléments de test set. Si A sigma n'est pas filtré par une partie gauche d'une règle, alors on peut affirmer que A égale B n'est pas valide. Donc, c'est la propriété qu'on utilise en fait avec les ensembles test. Bon, donc par exemple, pour cet exemple-là, un ensemble test 0 S de x n'est pas un ensemble test, mais l'ensemble test c'est 0 S de 0.
Donc, on peut facilement prouver par récurrence cette propriété. Si on remplace x par 0, on obtient s de 0 égale 0. Et si on remplace x par s de 0, on obtient s de 0 égale s de 0. Et bien sûr, ce terme-là, on va le simplifier en utilisant la règle en s de 0 égale s de 0, qui est une tautologie. Bon, donc le système d'inférence qu'on utilise pour le test set induction, donc on a deux règles en fait. La première règle, on a une conjecture à prouver, ou un théorème à prouver. Donc on va remplacer les variables par récurrence par des éléments de test set, puis on va appliquer des règles de simplification, et puis on va supprimer toutes les règles redondantes ou qui sont des tautologies. Donc, bon, ici, il y a plusieurs règles de simplification. Bon, malheureusement, je n'ai pas le temps pour détailler toutes ces règles-là, mais quand même, je vais vous parler d'une règle qu'on ne trouve pas dans les autres systèmes. Bon, je vais expliquer intuitivement cette règle-là, en utilisant vraiment un exemple simple. Donc, ici, par exemple, supposons qu'on a un système qui définit even et odd, pair et impair. D'accord? Donc, première étape, on va on va vérifier la terminaison de ce système-là. Et on va utiliser des ordres. Bon, par exemple, ici, l'ordre lexicographique sur les chemins. Bon, je ne peux pas détailler ça, malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais juste ici, pour appliquer cet ordre-là, on doit supposer que even plus petit que odd. Even est plus petit que odd, nécessairement. La condition doit être plus petite que la partie gauche de la règle. Bon, maintenant, supposons qu'on a deux conjectures à prouver. On a odd de x plus x égale false et even de x plus x égale true. Donc, pour odd de x plus x égale false, on a une règle, voilà, il y a cette règle-là, qui dit que even de x plus x égale true implique odd de x plus x égale false. Mais even de x plus x égale true, c'est une autre conjecture qu'on n'a pas encore prouvée, mais qu'elle est plus petite que odd de x plus x égale false, puisque even plus petit que odd. Alors, je peux l'utiliser comme hypothèse de récurrence. Elle va permettre de simplifier cette conjecture-là en false égale false. Autrement dit, avec la récurrence classique, on utilise uniquement l'hypothèse de récurrence. On a P de x pour P de S de x, par exemple. Mais ici, si on a deux conjectures P et Q, si Q est plus petite que P, alors Q peut être utilisé comme hypothèse de récurrence. Bien entendu, on a prouvé la correction et la complétude de cette règle-là. Donc voilà, je vais donner un autre exemple. C'est l'exemple de calcul de situation. Donc ici, on a trois actions. F1 de AS équivalent F2 de S ou F3 de S. F2 de AS équivalent F3 de S et F3 de AS équivalent F2 de S. On a l'initialisation F1 de S0, non F2 de S0, F3 de S0. Et on veut prouver par récurrence que quel que soit S, on a F1 de S. Donc on va prouver ce théorème-là. Bon, ici, vous remarquez qu'on a des fonctions mutuellement récursives. Donc on définit F2 à l'aide de F3 et on définit également F3 à l'aide de F2. Donc il y a plusieurs systèmes basés sur la récurrence classique qui interdisent l'utilisation des fonctions mutuellement récursives. Donc ici, voilà, je vais faire la preuve, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc ici, on a comme test set S de 0 et 2 à S1. Donc on va remplacer S, donc on obtient ici F1 de S de 0. Or, F1 de 0 se réécrit en vrai, d'après cette règle-là. Donc effectivement, c'est bon. Bon, maintenant, F1 de à S1, on va appliquer cette règle-là. Donc on obtient F2 de S1 ou F3 de S1. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer S1 par S de 0 et par 2 à S2. Donc ici, F3 de S de 0, il est vrai. Donc effectivement, F2 de S de 0 ou F3 de S de 0 est vrai. Pour l'autre sous-but, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer cette règle-là et de F2 et F3. Donc voilà, on obtient F3 de S2 ou F2 de S2. Maintenant, on fait la même chose, on va remplacer S2 par les éléments de test set. Donc, on obtient F3 de S de 0 ou F2 de S de 0, qui est vrai. Et puis, pour ça, on applique aussi la règle F2 et deuxième règle et la troisième règle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient F2 de S3 ou F3 de S3, qui est subsumé, voilà, par ce sous-but-là, qui est devenu une hypothèse de récurrence. Donc, on peut facilement prouver ce théorème-là. Maintenant, si on essaie de prouver ce théorème-là en utilisant les systèmes de récurrence classiques. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de ces systèmes interdisent l'utilisation des fonctions mutuellement récursives. Il y en a d'autres qui ajoutent des techniques pour pouvoir utiliser les fonctions mutuellement récursives. Mais quel est le problème qui se pose ici? Nous, on veut prouver quel que soit S, F1 de S. Mais le problème de la récurrence classique, c'est-à-dire on doit utiliser F1 de S pour prouver F1 de 2 à S.
Mais ici, il n'y a aucun axiome qui connecte, qui lie directement F1 de OS à partir de F1 de S. Il n'y a pas. Donc, pour cela, il est très, très difficile, pratiquement impossible de prouver ce théorème-là d'une manière totalement automatique. Mais on peut se demander qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, si on ne peut pas prouver d'une manière automatique. Alors, dans ce cas-là, il faut utiliser, d'abord, il faut prouver des lemmes qui sont des résultats intermédiaires. Donc ici, par exemple, il faut commencer par prouver ce lemme-là. Il faut prouver quel que soit S, F2 de S ou F3 de S. Si on prouve ce lemme-là, on peut maintenant facilement prouver quel que soit S, F1 de S. Par exemple, voilà, ici, ça c'est une preuve proposée par le professeur Minami, qui est un professeur de l'université japonaise de Tsukuba. Voilà, donc ici, on voit bien que pour prouver ce théorème-là, il faut utiliser un lemme. Mais le problème qui se pose souvent, ce n'est pas évident de trouver les lemmes pour pouvoir faire une preuve. Donc, c'est une preuve très interactive, mais il faut quand même une grande expertise en fait, pour trouver les lemmes qui manquent pour trouver la preuve. Donc, je vais donner un autre exemple. Ça, c'est un exemple qui a été proposé dans une conférence internationale de raisonnement automatique, en fait, par Gérard Huet, comme un défi, en fait, pour les systèmes de preuve par récurrence. Donc, voilà, c'est un problème, c'est un tour de carton. Donc, ici, on a une pile de cartes de couleurs alternées, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la pile en deux piles, puis on va faire une fusion, shuffle. On va faire une fusion de X et Y. Alors, nécessairement, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Donc, on va vérifier, on va obtenir une succession de couples de cartes de couleurs opposées. Rouge, noir, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, rouge, noir. Ici, vous remarquez que X et Y commencent par deux cartes de couleurs opposées. Maintenant, si on commence par deux cartes de même couleur et on fait une fusion, alors, si on déplace la première carte à la fin, on obtient une succession de couples de cartes de couleurs opposées. Donc, on veut, bon, c'est un théorème difficile pour deux raisons. D'abord, le nombre de cartes est quelconque, et puis il y a plusieurs possibilités de faire des fusions. Donc, voilà comment on peut prouver ce théorème-là. Donc, voilà, on va définir des fonctions. Par exemple, ici, rotate x, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déplacer la première carte à la fin. Shuffle x, y, z est vrai si z est une fusion de x, y, etc. Et puis, on va prouver deux théorèmes ici. Donc, le premier théorème, supposons que x et y résulte de la division de la pile initiale. Donc, la pile initiale, c'est append de x et y. Donc, on suppose que append de x et y est de longueur paire. Elle est de couleur alternée. Et si W est une fusion de X, Y, alors W vérifie paired list, c'est-à-dire est formée par une succession de couples de cartes de couleur opposée. Et ici, vous voyez qu'on a X et Y commencent par deux cartes de couleur opposée. Maintenant, si X et Y commencent par deux cartes de même couleur, alors rotate de W, donc déplacement de la première carte à la fin, vérifie cette propriété-là de paired list. Bon, le premier qui a pu prouver ce théorème-là, c'était Boyer. Boyer, il est considéré comme le père de la démonstration automatique dans le monde. Donc, il a utilisé le système ACL2, qui est un des systèmes les plus utilisés. On ne peut pas dire exactement quelles sont les définitions qu'il a utilisées, puisqu'il a plusieurs définitions qui sont prédéfinies, mais il a besoin de définir explicitement les schémas de récurrence, les ensembles couvrants. Et puis, il a utilisé 17 lemmes vraiment très, très, très complexes. Donc, Boyer a dit qu'il a consacré 2 semaines pour trouver ces lemmes. Bon, Boyer, c'est un grand expert. Hein. Un autre, il va consacrer plusieurs mois. Il y a aussi un autre système américain, RRL. Il y a Hantao Zhang qui a trouvé une preuve aussi. Il a 10 définitions. Il a besoin de définir explicitement ou de définir manuellement les schémas de récurrence et sa preuve est basée sur 23 lemmes vraiment très, très, très complexes. Avec Test Set Induction, avec la méthode que je viens de vous présenter, on a 10 définitions. On n'a pas besoin de définir les schémas de récurrence puisqu'on a des algorithmes qui calculent automatiquement les ensembles tests ou les test sets. Et puis, notre preuve est basée sur simplement 2 lemmes très simples et très, très naturels. Donc, en fait, cette preuve a été publiée dans la conférence classe I12, ISHKAI, et dans le journal spécialisé international, Journal of Automated Reasoning. Bon, l'idée, vous pouvez me dire comment vous avez fait, comment vous avez trouvé les lemmes. L'idée est très simple, en fait. Voilà, j'ai lancé la preuve. Et la preuve a échoué. Et en analysant la trace de la preuve, j'ai vu qu'il y a des termes qui grandissent donc, au fur et à mesure du déroulement de la preuve.
Donc voilà, j'ai ajouté 2 lemmes et ces 2 lemmes étaient suffisants pour trouver la preuve. Donc voilà les 2 lemmes. Le premier lemme, c'est qu'un pain de x, y de longueur paire, si et seulement si x et y sont de longueur paire ou bien x et y sont de longueur impaire. Et puis, le deuxième lemme, c'est un pain de x, y et des couleurs de couleurs alternées, si x et y sont alternés et le dernier élément de x est différent du premier élément de y. Donc voilà, donc pour résumer, les méthodes de preuve par récurrence classique, d'abord, comme je l'ai dit, la plupart des méthodes n'autorisent pas l'utilisation des définitions mutuellement récursives. Ils sont vraiment des systèmes très interactifs. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est pas évident parfois de trouver les lemmes nécessaires pour trouver une preuve. Et un grand problème des systèmes de preuve par récurrence, c'est qu'ils ne donnent aucune information en cas d'échec d'une preuve. Donc, si la preuve échoue, alors on ne sait pas. Est-ce que le système a besoin de l'aide de l'utilisateur ou bien est-ce que la conjecture qu'on veut prouver n'est pas valide? Bon, pour les systèmes de preuve par consistance, l'avantage, c'est qu'ils sont d'abord totalement automatiques. Et en plus, ils détectent toutes les conjectures qui ne sont pas valides. Mais l'inconvénient, c'est que ces systèmes-là divergent souvent. Et puis, bon, pour test set induction, a été implémenté dans le système Spike. Ce système-là, d'abord, nous, on a des algorithmes de calcul automatique des schémas de récurrence. On autorise les fonctions mutuellement récursives. Et puis, notre système est réfutationnellement complet, c'est-à-dire il détecte toutes les conjectures qui ne sont pas valides. Et puis, les problèmes qu'on a essayés, donc on a besoin de moins d'interaction avec l'utilisateur qu'avec les autres systèmes. Donc voilà, donc, comme je l'ai dit, donc Spike a été appliqué pour la preuve, la validation de circuits et des programmes. Il a été également utilisé pour la détection d'interactions de services, notamment avec un contrat avec France Télécom, avec CNET. Bon, je vais dire un petit mot après ce diapo. Et puis, Spike a été utilisé aussi comme outil pour enseigner les méthodes formelles dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Donc, je vais expliquer le problème d'interaction de services des télécoms. Donc, comme vous le savez, les opérateurs de télécom offrent de plus en plus de services. Par exemple, renvoi d'appel inconditionnel, ou bien renvoi d'appel sur occupation, filtrage d'appels entrants en utilisant une liste blanche ou bien une liste noire, ou bien, par exemple, filtrage d'appels sortants. Donc, il y a plusieurs services. Et le problème qui se pose, c'est que parfois, on a une incompatibilité entre plusieurs services. Et un service peut empêcher l'exécution d'un autre service, ou bien un service peut modifier les données utilisées par un autre service. Bon, je vais donner un petit exemple très simple pour expliquer un peu l'intuition de ce problème-là. Donc, supposons ici que la maman veut interdire son fils d'appeler sa collègue. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va choisir le filtrage d'appels sortants et elle va interdire les appels vers l'abonné 2. Bon, le fils, qu'est-ce qu'il va faire? Le fils peut, en utilisant un autre service qui est renvoi d'appel inconditionnel, peut établir une communication avec 2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va informer le centre téléphonique que tout appel reçu, si la ligne est occupée, sera automatiquement transféré vers 2. Puis, il appelle lui-même, la ligne sera occupée, et puis l'appel sera transféré à 2. Donc, le fils a réussi à franchir la barrière de filtrage d'appel sortant. Donc, il y a plusieurs, bien sûr, cas d'interaction. Donc, nous, dans notre contrat avec le CNET, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, voilà, l'idée est simple. Donc, on a plusieurs services. On va spécifier chaque service en utilisant une spécification formelle. Puis, pour chaque service, on a un certain nombre d'invariants, des propriétés qui sont toujours vérifiées. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner les services 2A2, 3A3, etc. Et puis, on va vérifier la nouvelle configuration. Si on a une incohérence, c'est-à-dire il y a une interaction, et on peut donner un contre-exemple. S'il y a une cohérence, alors c'est bon, il n'y a pas d'interaction. Donc voilà, nous avons généralisé, bon, j'ai expliqué de vous donner ça d'une manière vraiment très intuitive, mais nous avons généralisé ça pour des structures assez complexes, qui a été publié dans la conférence ISHCAR, qui est une conférence de classe A-étoile. Et puis, nous envisageons dans le futur, Inch'Allah, de généraliser cette technique-là pour les logiques d'ordre supérieur. Ceci permettra de valider, de certifier une large classe de spécifications de systèmes critiques, de logiciels critiques, avec un minimum d'interaction avec l'utilisateur. Par exemple, actuellement, il y a pas mal de sociétés qui travaillent sur la certification des systèmes critiques.
Et puis, bon, leur problème, c'est qu'il y a des preuves qu'ils ne peuvent pas les faire. Ils doivent les faire à la main. Et si on dit faire une preuve à la main, ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, c'est sûr, lorsqu'on a un outil qui va minimiser l'interaction avec l'utilisateur, et il va faire des preuves de plus en plus automatiques, c'est vraiment très, très utile. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exposé. Je vais parler sur la certification des protocoles de sécurité. Donc, comme vous le savez, il y a pratiquement tous les jours, il y a de nouvelles attaques. Et puis, il y a des pertes de plusieurs milliards de dollars chaque année à cause de cyberattaques. Bon, ceci est dû notamment au fait que l'expertise requise pour lancer une attaque est de plus en plus faible. Bon, dans les années 80, pour lancer une petite attaque, il faut vraiment être un grand expert. Bon, actuellement, un gamin de 10 ans ou 12 ans peut lancer une attaque qui peut avoir des conséquences désastreuses. Donc, je vais rappeler quelques notions. Donc, on peut se poser la question, quels sont les objectifs de sécurité pour un échange d'un message à travers un réseau de communication? Bon, le premier objectif, c'est la confidentialité, c'est-à-dire seul le destinataire peut lire le contenu d'un message. Deuxième objectif, c'est l'authenticité ou l'authentification, c'est-à-dire le destinataire, il a les moyens de vérifier l'identité de l'expéditeur. Troisième objectif, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire le destinataire, il a les moyens de vérifier si un message a été modifié ou non. Et enfin, la non-répudiation, c'est-à-dire l'expéditeur ne peut pas nier avoir envoyé un message. Comment on peut garantir ces objectifs? Bon, pour cela, on va utiliser la cryptographie. Donc, en fait, à partir d'un message en clair, on va lui appliquer des transformations pour le rendre incompréhensible. C'est ce qu'on appelle le chiffrement, qui à partir d'un message en clair, génère un message chiffré, où on l'appelle également cryptogramme. Et inversement, le déchiffrement consiste à reconstruire le message en clair à partir du cryptogramme. Donc ici, il y a principalement deux grandes familles d'algorithmes cryptographiques. Il y a les algorithmes symétriques. Avec les algorithmes symétriques, le chiffrement et le déchiffrement se font avec la même clé qui doit rester secrète entre l'expéditeur et le destinataire. La deuxième famille, c'est les algorithmes asymétriques ou bien les algorithmes à clé publique. Donc ici, chaque utilisateur a deux clés. Une clé privée qui doit rester secrète et une clé publique qui doit partager avec les autres utilisateurs. Donc, si on veut envoyer un message confidentiel, on va chiffrer le message à l'aide de la clé publique du destinataire et seul le destinataire peut déchiffrer à l'aide de sa clé privée. Et pour signer un message, on va utiliser la clé privée de l'expéditeur et le destinataire, à l'aide de sa clé, à la clé publique de l'expéditeur, peut vérifier la signature. Donc, si vous voulez, d'une manière vraiment très, très intuitive. Les algorithmes symétriques, c'est comme si on utilise un cadenas classique. Donc, l'expéditeur et le destinataire ont la clé pour ouvrir et fermer le cadenas. Mais les algorithmes asymétriques, vous pouvez imaginer un cadenas à double clé. Clé publique, clé privée. Si on ferme avec la clé publique, on ne peut ouvrir qu'avec la clé privée. Et si on ferme avec la clé privée, on ne peut ouvrir qu'avec la clé publique. Voilà. Donc maintenant, je passe au protocole cryptographique d'authentification, qui sont des courts programmes d'échange de messages partiellement chiffrés par lesquels des agents, des serveurs, des téléphones mobiles peuvent s'identifier mutuellement. Bon, les protocoles cryptographiques d'authentification sont très, très utilisés, notamment dans le secteur bancaire et dans l'armée. Bon, lors de la conception des protocoles cryptographiques d'authentification, on admet toujours la présence des intrus qui ont un contrôle total sur les canaux de communication. Donc, un intrus est capable de lire, de modifier, d'intercepter, de créer et d'envoyer des messages. Un intrus est capable, bien sûr, d'altérer l'identité d'un autre expéditeur. Et puis, un intrus est capable de réaliser toutes les opérations disponibles, telles que le chiffrement et le déchiffrement. Et cette hypothèse rend la conception des protocoles cryptographiques d'authentification une tâche très difficile et très complexe. Pourquoi? Puisqu'un intrus peut récupérer des informations confidentielles, l'intrus peut se faire passer pour quelqu'un d'autre en suivant une combinaison astucieuse d'exécution du protocole. Et effectivement, durant ces dernières années, de nombreux protocoles d'authentification se sont révélés défaillants longtemps après leur utilisation. Par exemple, le fameux protocole Needham-Schroeder a été supposé sûr pendant 17 ans. Vous pouvez imaginer, après 17 ans, on s'est rendu compte qu'il y a une faille dans ce protocole-là. Bon, je donne un exemple simple pour expliquer l'intuition.
Donc ici, on suppose qu'on veut que Alice et Bob veulent échanger de manière sécurisée. Donc, Alice et Bob ont chacun un cadenas et une clé pour ouvrir son cadenas, mais pas celui du voisin. Donc, Alice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la lettre, le message dans une mallette, il va fermer avec son cadenas tout en gardant sa clé et il va envoyer la mallette à Bob. Maintenant, si un intrus intercepte la mallette, est-ce qu'il peut ouvrir? Non, il ne peut pas, il n'a pas la clé. Est-ce que Bob peut ouvrir? Non, si, il n'a pas la clé. Donc Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter simplement son cadenas et il va envoyer la mallette à Alice. Alice, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va ouvrir son cadenas et elle va envoyer la mallette à Bob. Et maintenant, Bob peut ouvrir son cadenas et il peut récupérer la lettre. OK? Donc, les protocoles sont en général petits et convaincants. Petit, ça veut dire l'échange de messages, il est vraiment très, très réduit. Et convaincant, car souvent, lorsqu'on lit le protocole, on dit, OK, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque. Mais souvent, il y a des failles. Donc ici, bien sûr, l'intrus ne peut pas ouvrir le cadenas de Alice. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Voilà l'attaque. Donc, il va ajouter simplement son cadenas. Et puis, il va envoyer la mallette à Alice. Alice, pour elle, la mallette vient de Bob. Elle va ouvrir son cadenas et elle va envoyer la mallette à Bob. Mais le seul cadenas qui reste est celui de l'intrus qui peut récupérer la lettre. Donc, ça, c'est l'attaque pour ce protocole-là. Donc, voilà, je vais vous parler très rapidement maintenant du protocole de Needham-Schroeder. Bon, il y a plusieurs variantes de ce protocole-là. Donc, ici, Alice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer à Bob A. A, c'est l'identité de A. NA, c'est un nonce. Un nonce, c'est quoi? C'est un nombre aléatoire très, très grand, généré par Alice. Le tout est chiffré avec la clé publique de Bob. Donc, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut déchiffrer ce message-là. Il va générer une clé symétrique K et il va envoyer NA et K, le tout chiffré à l'aide de la clé publique de Alice. Alice va déchiffrer ce message-là et il va envoyer la clé K chiffrée à l'aide de la clé publique de Bob. Donc, Bob, il sait très bien qu'il parle avec Alice et puis après, ils peuvent commencer à échanger des messages sécurisés en utilisant la clé K. Donc, ici, lorsqu'on voit le protocole, on dit très bien, c'est clair. Donc, un intrus ne peut pas lire ce message-là, il ne peut pas lire ce message, il ne peut pas lire ce message-là, donc il n'y a aucun problème. Mais voilà, je vais vous montrer rapidement l'attaque. Donc, lorsque Alice envoie un message, donc Alice, en fait, il va exécuter le protocole avec Charlie. Et en fait, l'attaquant, c'est Charlie. Hein. Il va profiter pour attaquer Bob. Donc, Alice, il va envoyer NA chiffré avec l'aide de la clé publique de Charlie. Charlie va déchiffrer ce message-là et il va envoyer le même message NA chiffré avec l'aide de la clé publique de B. Donc, Bob, lorsqu'il va recevoir ce message-là, pour lui, c'est Alice qui l'a envoyé. Donc, il va répondre Alice. Donc, il va envoyer NA, K, le tout chiffré à l'aide de la clé publique de Alice. Bien sûr, Charlie ne peut pas déchiffrer ce message-là, puisqu'il n'a pas la clé privée de Alice. Mais il va simplement envoyer ce message. Donc, Alice, il a envoyé à Charlie, il a reçu une réponse, donc il va répondre Charlie, en envoyant la clé K chiffrée à l'aide de la clé publique de Charlie. Charlie, il va déchiffrer ce message-là et il va le chiffrer à l'aide de la clé publique de Bob. Conclusion, Bob croit qu'il parle avec Alice, mais en fait, il parle avec Charlie. Donc, pourquoi ça, c'est un problème très difficile? En fait, le problème, c'est qu'ici, l'intrus a un nombre infini de possibilités. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de structurer cet ensemble-là. Et bien sûr, le modèle de l'intrus doit être le plus réaliste possible. Et puis, on va travailler, raisonner par récurrence pour certifier un protocole. Bon, trouver une faille, c'est relativement facile. Il y a pas mal de techniques qui sont très, très efficaces. Le challenge, en fait, c'est de certifier un protocole, c'est-à-dire prouver l'absence de faille. Et pour cela, par exemple, la technique de preuve par récurrence, elle est bien adaptée pour résoudre ce type de problème. Bon, je vais terminer très, très brièvement par la dernière application. C'est la correction des fichiers de configuration des équipements de sécurité. Bon, je vais parler avec juste le firewall. Le firewall, donc vous savez, le firewall ou pare-feu, voilà, pare-feu. Donc, il est un des équipements de sécurité le plus utilisé, comme vous le savez. Bon, le problème des firewalls, c'est la configuration des firewalls. Maintenant, avec les architectures qui sont vraiment de plus en plus complexes, toujours, c'est vraiment c'est pas évident
vérifier que la configuration elle est conforme par rapport à une politique de sécurité, car la configuration se fait manuellement par un administrateur réseau, et les statistiques montrent que le taux d'anomalie est très, très important, même si l'administrateur est un expert. Donc, voilà, une anomalie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on peut autoriser le passage d'un trafic dangereux, d'accord? Ou bien on peut bloquer un trafic légitime. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un prototype qui permet la détection et la correction des anomalies syntaxiques et sémantiques. Et puis, il permet aussi de vérifier la correction ou la cohérence ou la conformité des fichiers de configuration par rapport à une politique de sécurité. Donc ça, c'est l'architecture du système et ça, c'est l'interface du premier prototype que nous avons réalisé. Donc ici, bon, ce prototype-là, il est basé sur 2 brevets d'invention et plusieurs travaux qu'on a publiés dans des conférences classe A et classe B. Donc on fait d'une manière vraiment très intuitive comment on peut vérifier qu'un fichier de configuration est conforme par rapport à une politique de sécurité. Donc on va modéliser un fichier de configuration à l'aide d'une formule booléenne. On va modéliser une politique de sécurité à l'aide d'une formule booléenne, puis après, on va étudier l'équivalence entre les 2 propriétés, les 2 formules. Si on a une équivalence, alors c'est bon, la configuration est conforme par rapport à la politique de sécurité, mais s'il n'y a pas d'équivalence, alors on va trouver un contre-exemple, et ce contre-exemple-là va nous permettre de corriger le fichier de configuration. Bon, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc, merci beaucoup, Monsieur Aedel, pour votre présentation qui est très informative et aidante pour les participants. Et maintenant, on peut passer sur la partie questions-réponses. Je vous donne la parole. Merci, Nadine. Donc, la première question est quelles sont les différentes étapes pour la preuve de correction d'un système informatique? Il faut d'abord spécifier abstraitement et formellement le système informatique. La spécification va être également utilisée plus tard comme référence pour la validation du système. Ensuite, on doit vérifier que la spécification est complète, c'est-à-dire que les axiomes sont suffisants pour décrire le système informatique. On doit prouver également que la spécification est confluente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les axiomes de la spécification. Maintenant, si on a une spécification qui est complète et qui est confluente, alors la preuve de correction du système revient à prouver la validité de certaines conjectures par rapport aux axiomes de la spécification. Si les conjectures ne sont pas valides, alors le système n'est pas correct et on peut construire un contre-exemple. Si la preuve des conjectures diverge, il faut alors proposer des lemmes, c'est-à-dire des résultats intermédiaires qui vont nous aider à trouver la preuve. Deuxième question, comment peut-on certifier des protocoles de sécurité? Il faut d'abord spécifier le protocole, le comportement de l'intrus, ainsi que la propriété de sécurité. La certification du protocole revient à prouver la validité de certaines conjectures par rapport aux axiomes de la spécification. Si les conjectures ne sont pas valides, alors le protocole n'est pas correct et il est possible de construire au moins une attaque. Troisième question, quel est le degré de fiabilité des méthodes formelles? Les méthodes formelles permettent d'aborder avec rigueur la problématique de la correction des systèmes informatiques. L'utilisation des méthodes formelles garantit des niveaux d'assurance qui dépassent largement les approches classiques, telles que l'utilisation des batteries de test, puisqu'avec les méthodes formelles, on peut notamment prouver des propriétés sur des ensembles infinis. Quatrième question, comment l'intelligence artificielle peut améliorer la sécurité? Les techniques traditionnelles de détection des attaques basées principalement sur des signatures ne sont plus adaptées pour faire face à l'immense quantité de données à traiter par les analystes de sécurité et aux menaces de plus en plus complexes. C'est la raison pour laquelle l'utilisation des techniques de l'apprentissage automatique permettent de lutter efficacement contre les cyberattaques.
À partir des données telles que les fichiers de log, les bases de données d'attaque connues, etc., les systèmes basés sur l'apprentissage automatique nous permettent de comprendre comment les hackers procèdent et permet de distinguer efficacement une tentative d'attaque d'un trafic légitime. Nous serons ainsi en mesure de prévenir les nouvelles attaques tout en minimisant les fausses alertes. On les appelle également des faux positifs. Cinquième question, est-ce que l'ordinateur quantique peut menacer la sécurité informatique? En septembre 2019, des ingénieurs de Google et des chercheurs de l'Université de Santa Barbara ont réussi à créer un processeur quantique qui est parvenu à réaliser un calcul en 200 secondes. Ce calcul aurait pris 10 000 ans au plus puissant des supercalculateurs classiques actuels. Les ordinateurs quantiques vont très probablement casser la majorité des systèmes cryptographiques actuels. Il est alors nécessaire de concevoir une cryptographie qui résiste aux ordinateurs quantiques pour que les informations chiffrées aujourd'hui restent indéchiffrables demain. Au lieu d'augmenter la longueur des clés, le vrai défi consiste à sécuriser les communications de bout en bout en développant notamment des algorithmes cryptographiques quantiques sûrs et des techniques quantiques de distribution des clés. Dernière question, pouvez-vous nous recommander des références sur les techniques présentées aujourd'hui? Vous pouvez consulter mes publications sur Scopus ou DBLP. Voilà, merci encore pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Aidel, pour vos réponses aux questions des participants. Et pour la prochaine fois, Inch'Allah, je vous souhaite tous une très belle journée. Merci tout le monde, merci les participants et merci Monsieur Aidel. Merci Nadia. Au revoir.